Bien, alors, première table ronde, il n'y en a que deux. Première table ronde, le centralisme, son explication, deux points au point virgule, sclérose, inégalité, statisme. Donc j'invite à me rejoindre ici Yvon Olivier, François Hubert et Christian Guillon-Vache. Bien, donc notre premier intervenant, Yvon Olivier, va aborder les fondements juridiques et les sous-bassements idéologiques de la machine France. Donc les fondements juridiques et les sous-bassements idéologiques de la machine France, c'est lui qui l'a écrit, hein, c'est pas moi, ainsi que les difficultés à faire évoluer le système. Il parlera aussi du lien entre égalité et assimilation, de la prétention à réduire toutes les différences. Et également, il s'interrogera sur comment un système tourné contre l'autre peut-il évoluer. Notre intervenant, Yvon Olivier, est juriste et il a publié, il y a 2 ans, c'est ça, hein, En 2012. En 2012, ouais. La désunion française, c'est un essai que tout un chacun peut lire. Peut-être que ton bouquin est disponible. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, Yvon Olivier, 15 minutes pour convaincre le jury. Merci Braz. Bonjour à tous. Bon, je vais démarrer rapidement pour tenir dans le délai parce que je crois que j'ai quand même pas mal de choses à dire. On va voir. Évidemment, les fondations juridiques, historiques du jacobinisme, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut comprendre que le droit ne fait jamais que suivre l'histoire, la psychologie, bref, il suit l'humain et donne une forme quelque part à une certaine évolution de mentalité. Donc c'est les ressorts psychologiques et puis historiques qui sont vraiment fondamentaux, c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous. Bon, on s'aperçoit qu'on a centralisé, parfois on a essayé de décentraliser un petit peu, mais on n'a jamais véritablement réussi parce qu'on ne peut pas véritablement décentraliser. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas décentraliser, on ne peut pas évoluer parce qu'on a conçu le modèle de la centralisation comme une façon d'être au monde, une façon d'être ensemble. C'est une idée de la vie bonne, quelque part. Alors, c'est assez autour de l'État omnipotent capable de tout faire. Et ça, c'est dans le droit, mais c'est aussi et surtout dans nos têtes, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à évoluer. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous exposer. Alors, c'est quoi cette idée de la vie bonne, quelque part, hein, cette idée de l'être ensemble français qui, aujourd'hui, nous envoie dans le mur, il faut dire les choses clairement, parce qu'on ne peut pas se réformer, alors que nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans une mondialisation qui demande des réformes en permanence, des adaptations, parce que c'est une question de concurrence internationale, et l'ordre juridico-politique est un élément fondamental de cette concurrence. Hein, et on s'aperçoit bien que la France ne peut pas se réformer. Donc il y a des enjeux quand même très très lourds derrière tout ça. Cette unité française, c'est quoi? À l'origine, peut-être, très schématiquement, l'unité française, c'était la transcendance divine. C'était le roi et la transcendance divine. Bon, formidable, c'était clair. D'ailleurs, celui qui adoptait la religion catholique dans les colonies, eh bien, devenait français. Hein, il y a Louis XIII qui avait rendu un édit en mois de mars 1642 qui le dit très bien. Donc on voit bien que l'identité française à l'époque, c'était ça, c'était la religion catholique. Bon. Ensuite, ça a évolué. Deuxième temps peut-être, toujours d'ailleurs en relation avec les colonies, parce que c'est dans les colonies que quelque part on se confronte à l'autre, donc la question de l'identité est fondamentale, c'est l'émergence de cette identité française, le mythe d'une identité française universelle, capable d'assimiler l'humanité, et capable aussi de transformer l'humanité, la diversité, pour en faire de bons Français, et tout cela pour le plus grand bonheur de tous, bien évidemment. Alors, là aussi, ça naît un petit peu dans les colonies, parce que les mulâtres, les gens avant la Révolution, les gens de couleur, etc., ont voulu s'émanciper. Mais pour s'émanciper, ils ont pensé qu'il fallait devenir comme les Blancs. Exactement comme, s'habiller pareil, parler pareil, tout faire comme eux. Et c'est à cette époque-là qu'est né, quelque part, dans les colonies, bon, Haïti à l'époque, etc., cette assimilation, ou tout ce lien extrêmement fort entre
l'égalité et l'assimilation. Et ça, c'est un trait caractéristique de la pensée française, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Souvenons-nous, il n'y a pas longtemps, Valls, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ça a soulevé un tollé. Valls, pourtant, a dit des choses qui ne sont pas si évidentes que ça, parce que ce système-là de la France qui va assimiler toute l'humanité, c'est un échec, c'est impossible. Aucune société ne peut se construire sur le mode de l'assimilation d'autrui, sur le mode de la réduction de l'autre à soi. C'est impossible. Ça ne marche pas, tout simplement, parce qu'il y a toujours une part de diversité qui reste. Elle est écrite, d'ailleurs, inscrite sur les visages des gens de couleur, des gens qui diffèrent, etc. Donc, ce mode de rapport au monde n'est pas possible, tout simplement. C'est un mythe, et ce mythe, évidemment, il s'effondre. Aujourd'hui, même nous, Bretons, d'après des siècles d'assimilation, on est toujours là à dire, attention, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On dit qu'il y a un problème, nous sommes là, nous n'avons pas les moyens d'eux, etc., nous existons. Bon, l'existence de ce débat montre bien que c'est un échec, d'ailleurs, radical, hein, ce mythe-là. Pourtant, ce mythe va traverser l'histoire, Michelet va le célébrer, la France, mère des patries, etc. Bon, nous savons tout ça. Il y a aussi, évidemment, le basculement révolutionnaire, ça c'est important, on le connaît tous, c'est à la Révolution que on va formaliser juridiquement le principe d'indivisibilité de la souveraineté de la nation. J'appelle ça basculement révolutionnaire parce qu'on passe brutalement d'un système à l'autre, c'est-à-dire que la transcendance divine s'effondre. Le roi auparavant avait déjà essayé de centraliser beaucoup, mais dans une logique de puissance classique. Hein, on cherche à contrôler les territoires. Tocqueville l'avait démontré de manière tout à fait claire. L'édit de Villers-Cotterêts, etc. On met le français dans les actes publics. Mais la révolution, c'est autre chose. C'est le peuple qui prend peur. C'est plus le roi qui veut contrôler, c'est le peuple qui prend peur parce qu'il ne se retrouve plus dans son unité, il ne sait plus qui il est. La transcendance divine s'effondre. Qui sommes-nous? Un agrégat de peuples désunis, là on se regarde tous en chien de faïence, qu'est-ce qu'on va faire? Et la grande peur fait qu'on va se retourner contre l'autre, contre la faction au moment révolutionnaire, contre le clergé, contre les nobles, contre ceux qui parlent le patois, etc. Et on va se tourner contre eux et quelque part on s'aperçoit que le moteur de la Révolution française, c'est la faction. C'est l'autre, celui qui déroge. Et il faut surtout continuer dans cette dimension-là, parce que si on arrête, eh ben, tout s'effondre, la Révolution s'effondre. Et ça pose évidemment tout. Donc on est obligé de continuer comme ça. Et cette faction-là, elle nous interpelle aujourd'hui. Cette unité bouc émissaire que l'on connaît aujourd'hui, ben c'est le communautarisme. Pourquoi le communautarisme issu de la pensée américaine s'est adapté aussi bien en France? Parce qu'il nous rappelle cette logique de faction. Et évidemment, dans la société française, le concept de communautarisme ne pouvait que s'implanter. Et aujourd'hui, pour résumer un petit peu tout ça, je dirais que cette vieille identité française, la France mère des peuples, capable d'assimiler l'humanité entière, persiste un peu dans notre tête, mais le mythe s'effondre quand même. Mais ça fait mal quelque part. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui tient lieu maintenant d'unité? Il y a cette logique de bouc émissaire qui est là, de communautarisme. Ce qui nous tient ensemble aujourd'hui, c'est le ressort contre l'autre. C'est assez tragique, mais c'est hélas ça la vérité que nous connaissons. Donc, évidemment, quelque part, ça pose un problème sur le plan de l'unité. Alors, le communautarisme, qu'est-ce que c'est? C'est le coupable se sent victime et la victime se sent coupable. Le coupable, c'est le colonisateur, excusez-moi, je vous dis les choses clairement, qui va se sentir victime de l'autre, qui est toujours là, qui refuse de disparaître. Et puis, c'est la victime, nous, Bretons, excusez-moi, parce qu'on a été victime d'un processus de colonisation, qu'on le veuille ou non, et c'est nous qui sommes victimes et nous nous sentons coupables d'exister. Qu'avoir nos parents, les miens, pour commencer, qui se sont construits contre eux-mêmes, ça c'est le communautarisme. Hein, c'est la victime, quelque part, qui se sent coupable. On se sortira de la situation délétère dans laquelle nous sommes lorsque, justement, on aura opéré ce retournement complet, déjà, dans nos propres têtes. Ça se concrétise en droit avec le principe d'unicité du peuple français, le principe juridique constitutionnel qui a été donc dégagé par le Conseil constitutionnel de toute cette histoire-là, hein, et de la Constitution, mais l'unicité, ça n'a jamais été formellement dans la Constitution. Ça exprime une grande crainte dans les années 90 à l'égard du processus démocratique, quand même, qui poussait fort. Il y avait la charte des langues minoritaires, etc. Beaucoup de choses évoluaient. Et nos sages constitutionnalistes, alimentés par des grands constitutionnalistes parisiens, évidemment, ont dégagé ce concept-là d'unicité du peuple français. Sous-entendu, le peuple français est tellement extraordinaire qu'il peut se passer de la diversité, il peut se passer de respecter les droits culturels. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors,
Alors c'est un principe opérationnel, ce principe d'unicité, puisqu'il demande quelque part aux gens de disparaître dans leur identité pour se fondre dans la masse. Voilà. On demande aux hommes de se conformer au droit, alors que dans une démocratie, c'est au droit, à la loi, de se conformer aux hommes qui ont des droits fondamentaux. Hein, et les droits culturels sont des droits fondamentaux, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc, il y a là un processus qui est particulièrement choquant, et ce principe d'unicité, ça va même plus loin. Il nous donne une représentation totalitaire de la société française. Nous sommes dans une société qui a une fondation totalitaire. Et ça va quand même très loin. On n'est pas dans le registre de l'unité, là. C'est faux. On est sur le versant de la totalité. Il suffit de relire Camus, et puis ça apparaît, mais très très clair. Mais ça, c'est quelque chose qui ne choque personne. Mais peut-être parce que cette idée-là, quelque part, toujours pareil, elle est dans notre tête. Ce principe d'unicité du peuple français nous empêche d'évoluer. Empêche la reconnaissance, évidemment, de l'autre, nous empêche de parler breton dans l'espace public, nous empêche la ratification des textes qui pourraient, en tout cas, le permettre. Bon, ce principe d'unicité aussi touche le principe d'indivisibilité de la souveraineté. La souveraineté nationale, c'est un mythe aussi. Un mythe qui a d'autres objets, quelque part, que de dissoudre l'altérité, que de dissoudre la diversité. Mais ce principe d'unicité entrave toutes les évolutions juridiques vers la décentralisation, vers la dévolution des pouvoirs. Parce qu'il y a quelques possibilités, mettons, dans la Constitution. L'article 72 permet de mettre en place un statut particulier. Donc, la loi a cette possibilité-là. Mais le Conseil constitutionnel a restreint fortement en disant attention, principe d'indivisibilité de la souveraineté pour le précaré hexagonal. Le Conseil constitutionnel fait un distinguo entre les peuples de l'Hexagone, et puis on dit non, enfin, l'Hexagone, il n'y a pas d'autres peuples, et puis les colonies, territoires d'outre-mer, hein, où là, éventuellement, on peut penser à des statuts dérogatoires par rapport au principe d'indivisibilité de la souveraineté. Mais pour nous, Bretons, Corses, c'est pareil, on vous dit attention, hein, la loi différenciée, vous voulez une loi différenciée, mais il n'y a pas de délégation de souveraineté. C'est pas possible. On peut, par contre, donner une habilitation à modifier la loi. C'est-à-dire qu'il va falloir demander au législateur, est-ce que là, on pourrait éventuellement modifier un petit peu la loi pour l'adapter à notre situation particulière. Bref, on s'aperçoit qu'on a mis des verrous partout au nom de ce principe d'unicité du peuple français, qui est ce qui est le plus élevé quelque part dans la tradition, dans l'ordre juridique français. Et donc, voilà. Et donc maintenant, on se dit, même au niveau du statut permis par la loi, ça va être difficile, il faudrait même que ce soit la Constitution en elle-même qui soit réformée pour permettre cette loi différenciée. C'est ce que demandent les Corses aujourd'hui, puisque le statut dont ils ont bénéficié à l'issue des accords de Matignon ne leur satisfait pas, parce que justement, voilà, le domaine de la loi, c'est quand même le plus important quand on veut gérer ses propres affaires, et voilà, et le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne le permet pas. Bref, attention aussi, je le dis au passage, au principe d'expérimentation. Le principe d'expérimentation, on en parle beaucoup, mais le principe d'expérimentation, il sacralise la généralité de la loi. Parce qu'au bout de 5 ans, vous pouvez expérimenter, mais au bout de 5 ans, il faut que l'expérimentation soit transmise au niveau général. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la généralité de la loi, quelque part. Alors, ce que nous avons besoin, nous, principalement en Bretagne, c'est de lois différenciées. C'est adapter la loi à notre situation. Ça devrait être possible, ça. Le président Hollande l'a dit, d'ailleurs, en 2012, son discours de Dijon, c'était tout à fait clair. Après, bon, évidemment, nous étions en période électorale, hein, comme toujours. Bon. Bref, la France, elle doit évoluer dans son unité. Comme je le disais tout à l'heure, l'évolution, l'adaptation au niveau international, c'est quelque chose d'indispensable parce que nous sommes, on le veuille ou non, dans la mondialisation. On voit tous les autres États autour de nous qui s'adaptent. La Suède a réformé son modèle, l'Allemagne, on a vu ce qu'elle a fait aussi. Bon, au niveau social, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut choisir, soit on est dans la mondialisation, soit on n'y est pas. Si on y est, il y a une concurrence, etc. Et l'ordre juridique, etc., c'est aussi un vecteur, quelque part, de concurrence. Donc, soit on ne fait rien, on perd en compétitivité régulièrement, et puis on va tout simplement dans le mur. Et aujourd'hui, la contrainte financière et budgétaire en France, elle est tout à fait terrifiante. Et si quelque chose doit évoluer, c'est peut-être de ce côté-là. Parce que si le système est figé, je pense qu'il est figé. Il est figé pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le mythe de l'État, capable de tout, capable de faire en sorte que la société assimile toute la diversité. L'État est capable aussi de protéger tous les citoyens. L'État est capable de tout faire. L'État va être financé par qui? Par tout le monde. Enfin, on est dans le mythe. On est complètement dans le mythe. C'est pas possible, ça. Hein, on préfère le mythe au réel. La réalité, c'est la réalité de la mondialisation. C'est la réalité de la contrainte budgétaire. C'est la réalité de l'autre aussi.
Hein. Nous, ici, voilà, c'est aussi cette réalité-là que l'on refuse de voir, alors qu'une Bretagne réunifiée avec des compétences législatives, mais il y aurait un boom sur le plan... Il y aurait un boom, évidemment, sur le plan de la croissance. Ça paraît tout à fait évident, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. On préfère le mythe. Et aussi, il y a la notion de pyramide. C'est qu'au nom de l'égalité, on a construit le système le plus inégalitaire et vous avez des gens qui sont au sommet de la pyramide. Tous les élites qui sont déconnectés du peuple, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que ça bouge. Donc ils restent assis tranquillement sur leurs avantages. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nos grands politiques bretons ont toujours refusé jusqu'à présent de passer le cap. Donc c'est quelque chose aussi de très profond. Donc je ne pense pas qu'on pourra évoluer. Peut-être la contrainte budgétaire le jour où le Premier ministre viendra à la télévision pour le dire « je suis désolé, on ne peut plus payer les fonctionnaires ». C'est pas un bug informatique, c'est véritablement parce que nous n'avons plus de sous dans les caisses. Ce jour-là, peut-être qu'il y aura des réformes radicales dans un climat social qui serait tragique, mais peut-être qu'on y va tranquillement parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, à se réformer. Peut-être aussi que la société civile va pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui en Bretagne, on a quand même une société civile qui commence un petit peu à poindre, à se prendre en main. On a vu avec le phénomène des bonnets rouges. Donc c'est quelque chose d'assez riche sur le plan de la capacité de la société civile à exiger des réformes. C'est ça qui est important, parce que ça ne viendra pas du système politique. Dans mon livre en 2012, moi j'avais dit très clairement que, effectivement, du côté politique, rien ne bougera, mais la société civile, elle, peut faire bouger les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose. Pour ça, il faut une prise de conscience. Prise de conscience des rapports de domination. Que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'inégalité, d'aliénation économique, territoriale par rapport à Paris, sociale aussi en termes notamment d'égalité des chances et de salaire, etc., par rapport à l'inégalité des territoires, on parle de la dépense publique, etc., mais c'est vrai qu'il y a des inégalités qui sont flagrantes. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas reconnus en tant que peuple. Parce que notre entité, notre différence n'est pas reconnue. Et toutes ces formes de domination-là sont liées. C'est cette prise de conscience-là, aujourd'hui, qui s'impose. Et aujourd'hui, que disent les Bretons? Ils disent, on rejette l'inégalité des hommes, on rejette l'inégalité des cultures, on rejette l'inégalité des territoires que vous, Jacobins, que le système jacobin nous impose. Mais ils sont d'une franchise d'ailleurs assez extraordinaire. Monsieur Davisi nous dit clairement, écoutez, vous les Bretons, c'est terminé, il n'y a plus que les métropoles. Ne vous inquiétez pas, vous avez le choix entre l'émigration, aller bosser dans les métropoles, ou bien alors les allocations. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Extraordinaire. Bon, voilà le système, c'est la logique du système aujourd'hui que l'on voit avec l'acte 3, la décentralisation, qui est tout, sauf une décentralisation qui est encore un habillage avec des complexités supplémentaires. Enfin, on voit bien qu'on est incapable, de toute façon, de réformer ce système-là. Pour se libérer aussi, je crois, et faire évoluer le système, il faut se libérer des mots, des concepts. Voilà. Les concepts, c'est clé, quand nous avons tous dans la tête, notre culture est un patrimoine, c'est formidable. Non. Une culture, la langue bretonne n'est pas un patrimoine, elle est source de droit. Nous sommes des hommes, nous sommes des sujets de droit, nous ne sommes pas du patrimoine. Bon, alors on sait bien. Nous sommes des régions à forte identité, nous ne sommes pas une région à forte identité, nous sommes une région croupion, pour l'instant à 4 départements. C'est faux, nous sommes un peuple. C'est un peuple d'Europe qui a des siècles, des millénaires d'existence, et nous sommes toujours dans une exigence de droit. Ça, c'est quelque chose de fondamental, mais il faut être tout à fait clair là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure, c'est cette notion, le centralisme aussi, c'est l'égalité, c'est faux. Aujourd'hui, si on veut débloquer la société française, il faut une dévolution de pouvoir. Une véritable dévolution de pouvoir, on crée des contre-pouvoirs, et là on crée de l'égalité, y compris l'égalité sociale en termes d'égalité des chances. Donner des compétences à la Bretagne, on pourra s'occuper de l'avenir de nos enfants, on pourra créer la grande école qui nous manque, faire en sorte que les universités fassent enfin en Bretagne du bon boulot, etc. Bref, on pourra faire énormément de choses, ce que nous ne pouvons pas faire, évidemment, aujourd'hui. Alors, on pourrait dire l'intérêt local, l'intérêt général en France, l'intérêt général, c'est pareil, le primat d'intérêt général, l'intérêt local, c'est quelque chose, c'est du tribalisme, etc. Bon, l'intérêt local, c'est aussi l'intérêt humain, parce que nos langues, c'est l'intérêt humain, c'est pas autre chose. Donc, se libérer un peu de tous ces deux concepts, l'autonomie, qui est tout à fait normal, hein. Les hommes sont des hommes, pour être un homme, il faut être autonome, c'est normal. L'autonomie, c'est normal pour les hommes comme pour les peuples. Ceux qui ne sont pas autonomes, ce sont les ivrognes, et puis les grabataires. On va dire les choses clairement, on leur assure un système de protection légale. Bon, les peuples, c'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes sous tutelle, voilà notre situation. Bon, alors, je conclus, il faut mettre le droit en phase avec la réalité humaine. Je crois que c'est une réforme indispensable qui s'impose. Ça veut dire qu'il faut que la France se retourne
dans sa manière de se penser, il faut qu'elle aborde un autre rapport à l'autre, qu'elle apprenne à faire l'unité avec l'autre et non plus contre l'autre. C'est la seule façon de s'en sortir d'ailleurs dans la mondialisation, parce que là nous allons tranquillement, tout simplement, vers le mur, s'éloigner de cette vision mythique, voilà, marcher tranquillement vers le réel, vers la réalité des difficultés d'une situation économique et d'une insertion dans la mondialisation. Il faut l'affronter, c'est pas simple, il faut affronter les efforts, il faut affronter les territoires, voilà, il faut affronter l'altérité, ce que je dis, bref, ça nécessite une réformation véritablement, un mouvement dans l'idée de soi-même, et ça va très loin. Pour la Bretagne, il nous faut un statut particulier, ça paraît évident, une loi différenciée. Alors si une loi, dans le cadre de l'article 72 de la Constitution, pourrait le faire, je veux bien, il faudrait faire sauter le barrage de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais pourquoi pas, parce qu'après tout, Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est quelques personnes qui disent le droit, mais s'il y a une volonté politique en face, une véritable volonté d'un peuple et les politiques qui disent clairement voilà ce que nous voulons, je peux vous dire que le Conseil constitutionnel, sa légitimité sera beaucoup plus faible. Bon, autrement, un statut constitutionnel, ça pose aussi des questions en termes juridiques, c'est certainement plus, les politiques, c'est certainement plus difficile de mettre en place, mais ce qu'il nous faut, c'est clair, c'est une loi différenciée et des responsables politiques qui soient capables de l'exiger. Moi, pour l'instant, j'ai toujours entendu les grands responsables politiques bretons, à commencer par M. Le Drian, se plaindre du caractère dérisoire des moyens dévolus à la région Bretagne, et en même temps, ils n'ont jamais proposé demander cette loi différenciée-là. Il y a eu quelques courriers timides pour demander telle ou telle expérimentation, mais on n'a jamais eu une position forte pour un statut particulier pour la Bretagne et qui nous donnerait cette loi différenciée dont nous avons besoin pour la justice sociale, pour établir l'égalité entre les hommes. C'est aussi ça, parce qu'effectivement, on sait bien que la légitimité principale de la France, c'est d'avoir voulu créer une société d'hommes égaux. Or, c'est un échec effroyable sur tous les plans.